J'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. Donc, on va vous proposer ce matin une présentation, plutôt un retour d'expérience sur les IA industrialisées à la Poste et comment on a industrialisé les IA à la Poste en 4 ans. Du coup, rapidement, moi je me présente, je m'appelle Nicolas Pénaud, je suis architecte MLOps pour Thales, le groupe Thales. On a un stand ici, n'hésitez pas à passer nous voir. Et du coup, Donc Sébastien Bousseau, je travaille à la Poste et du coup, ouais. donc pour donner un peu de contexte, la Poste, si vous ne connaissez pas, ce sont les bureaux de poste, ce sont aussi la banque, les assurances, l'opérateur postal, l'opérateur du numérique avec tout ce qui va concerner la téléphonie, et puis l'opérateur postal donc pour la distribution du courrier et du colis. Et donc juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, si vous n'avez pas visité un centre de tri, voilà, c'est le monde industriel avec un entrepôt qui va avoir un tunnel de lecture comme celui-ci et qui va prendre des photos sur lesquelles nous allons pouvoir lire les étiquettes et définir le meilleur point de distribution. Donc les colis sont convoyés sur des plateaux comme celui-ci et vont être déposés dans le bon conteneur pour arriver à destination. Donc tout ceci se fait dans un fort enjeu de compétitivité dans le monde industriel. Et en 2019, nous avions 88% de lecture automatique du courrier. Et on avait un plafond de verre sur ce sujet. Et on avait pris, donc on était avec un traitement d'un OCR classique et nous avons pris la décision de partir sur le deep learning. Et pour ça, donc, on voulait, dans ce contexte industrialisé, partir avec de l'outillage approprié. Et du coup, effectivement, en 2019, on monte un partenariat avec La Poste pour créer une solution qu'on a appelée l'Education Center. Donc on est en 2019. Pourquoi on veut créer cet Education Center? C'est que lorsqu'ils ont mis leur première IA en production, La Poste s'est rendu compte qu'il y a eu un souci. Au bout de quelques mois, l'IA s'est trompée. Elle a envoyé par erreur des plis à l'expéditeur au lieu du destinataire. Ce qui fait que du coup, il a fallu corriger rapidement cette IA. Et dès lors qu'on a commencé à vouloir la corriger, en tout cas, le cycle de réentraînement était très très long puisque c'était sous-traité. Et du coup, les phases de relabellisation, les phases de réentraînement, les phases de retest, ça a mis énormément de temps, à peu près 5-6 mois. Et du coup, effectivement, est né ce besoin de créer un Education Center. Donc on est en fin 2019. Fin 2019, on part sur une feuille blanche et on essaie de monter cet Education Center. Alors pour donner un peu de vocabulaire, puisqu'il a fallu, dans son contexte innovant, pas mal communiquer, nous traitons d'une manière générale des IA métiers. Donc une IA métier répond à un cas d'usage de bout en bout. En l'occurrence, on prend une photo d'un côté et on va déterminer un point de distribution de l'autre. Ces IA métiers sont composés donc d'IA techniques qu'on connaît plus dans le monde des data science. Donc, dans le cas du tri du courrier, nous avons une première IA qui va aller faire de la recherche de blocs adresses, donc le LBA. Donc, son objectif, c'est de déterminer le petit bloc vert qu'on trouve tout en bas. Ensuite, une IA OCR classique qui va aller reconnaître le texte dans l'image. Et puis, enfin, un S2S qui va aller, parmi tous les textes trouvés, déterminer le bon point de distribution. Et donc du coup, ça c'est vraiment ce qu'on appelle nous en interne, c'est vraiment un langage interne, une IA métier. Donc voilà, ce qu'il faut bien retenir, c'est un enchaînement de modèles ou de briques de machine learning permettant de faire le tri du courrier. Et donc une fois qu'on a bien compris ce système, revenons à la solution qui est envisagée en 2019. Donc on est sur quelque chose d'assez simple. Alors là c'est un schéma très très macro. On a tout simplement en entrée des plis qui sont pris en photo. Donc pour ce que vous avez vu au niveau de la vidéo juste avant en fait. Donc ça alimente un premier module qu'on appelle labellisation, qui est le but tout simplement de labelliser de la data. Ce module, en fait, en sortie de ce module, on a tout un pan sur l'éducation avec une boucle vertueuse qui va évaluer, éduquer, évaluer, éduquer, évaluer, éduquer. Et puis après, on a du déploiement en production.
Et là, on ira voir tout à l'heure sur la partie de déploiement, soit deux axes, un axe plutôt data center, soit directement en centre de tri, juste derrière la machine de tri que vous avez pu voir dans la vidéo juste avant. Et donc du coup, là-dessus, aujourd'hui, on vous propose de parcourir ces différents modules ensemble pendant la vingtaine de minutes. Et au travers de ça, on a quelques technologies, mais c'est des technologies purement du moment, hein, puisque c'est un portail web et puis beaucoup d'interfaçage Python avec quelques langages derrière de machine learning. Donc, en commençant aujourd'hui la partie module de labellisation, c'est un gros module. Il faut savoir qu'on a énormément travaillé sur ce sujet. On est fin 2019, la carte sur le marché en termes d'outils disponibles n'est pas si avancée que ça. Ce qui fait qu'au vu des enjeux de la Poste, qui était plutôt d'avoir un outil vraiment proche du labelliseur, qui soit adapté aux futurs labelliseurs qui vont prendre l'outil en main, il a été décidé de monter de toutes pièces cet outil. Du coup, on retrouve effectivement différentes features que l'on connaît bien, labelliser de l'image, la gestion des rôles, la vérification de labellisation, etc. Mais ce qui a vraiment été mis en place, c'est un process de labellisation qui a été vraiment, entre guillemets, customisé, optimisé pour que la data soit le mieux labellisée et surtout avec un ROI vraiment important. C'est-à-dire que ça prenne le moins de temps possible pour labelliser la donnée parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est très coûteux. Derrière, une fois qu'on a fini de créer ce module de labellisation, il y a eu tout simplement 2 formations de créer pour pouvoir former des postiers en interne permettant d'avoir ce nouvel emploi de labelliseur. Donc on a aujourd'hui des postiers qui ont l'emploi de labelliseur pour labelliser de la donnée. Donc, pour illustrer, nous pouvons, au travers de cette application, labelliser donc, des cadres. On peut aussi faire de la labellisation de texte. On peut étiqueter pour faire de la classification. Voilà, donc on peut faire aussi de la rotation d'images. Tout ceci va nous permettre de lancer l'éducation. Et du coup, pour l'éducation... Donc pour l'éducation, l'enjeu est très simple. Hein, c'est comme on le fait, je dirais, de manière standard en ligne de commande, sauf qu'on veut ça dans un contexte beaucoup plus simple. L'objectif du départ, c'était cliquer sur un bouton et avoir une LED verte qui s'affiche à la fin, au bout de 10 heures, en disant voilà, c'est terminé. Bon, c'était illusoire. On en est très loin, mais on a quand même un environnement qui nous permet de nous détacher de toute la technique et de nous concentrer uniquement sur les données. Pour ça, donc, on a mis tout un processus d'éducation. Et du coup, pour ce processus, en fait, on a voulu vous rentrer vraiment dans le détail et vous présenter, alors pareil, de matière macro, aujourd'hui, tout le process qui a été mis en place. Donc, on a cette brique d'éducation qui est, encore une fois, au sein d'un portail web, complètement en mode clic-bouton. C'était vraiment l'envie de vouloir quelque chose de le plus simple possible pour pouvoir faire quand même une tâche assez complexe qui est de réentraîner un modèle. Et donc là, en termes d'apprentissage, aujourd'hui, on a différents entrants. Dans un premier temps, on a un entrant, bien sûr, on a des images, on a de la data, les labellisations qui ont été portées par les labelliseurs qu'on a présentés juste avant. Et puis, on va voir quelques hyperparamètres, du fine-tuning qui graviter autour du modèle. Chose qu'on n'a pas parlé juste avant, c'est qu'en entrant, on vous disait on a des images issues des machines de tri, mais on a aussi un modèle en version 0 fourni par une filiale du groupe La Poste qu'on n'a encore pas cité, qui s'appelle ProBayes, qui nous fournit en fait le modèle en version 0, déjà entre guillemets entraîné sur un use case défini, mais là nous on va le réentraîner sur d'autres use cases. Et donc on fournit le modèle en version 0, la labellisation, enfin les labellisations, les images. Et automatiquement, l'outil qui a été créé va popper un trainer. Donc c'est un conteneur Docker spécifique au modèle renseigné en input. On va avoir l'interfaçage de ce modèle avec une interface qu'on a complètement créée, assez générique pour pouvoir avoir différents types de modèles, toujours sur la partie computer vision bien sûr, hein, mais on est sur une interface quand même générique. Et à l'issue de l'entraînement, on a la création de différents checkpoints qui sont poussés sur un repository. Okay. Donc là, sur l'ensemble de ces checkpoints, l'utilisateur va pouvoir,
comme bon lui semble, définir des modèles optimisés, des inférences optimisées, en disant bah voilà, moi je générais à partir de tel checkpoint une inférence sur une carte NVIDIA V100 par exemple, avec du coup optimisé pour ce type de carte. Et on a comme ça la possibilité aussi d'avoir du batch dynamique, du batch statique. C'est l'exemple qu'on a pris dans ce PowerPoint. Donc voilà. L'ensemble de ces tâches sont vraiment industrialisées dans le but où c'est du clic-bouton, vraiment du clic-bouton dans l'outil. Une fois qu'on a éduqué, on passe à l'évaluation. Donc côté évaluation, deux objectifs. D'une part, vérifier qu'il n'y a pas de régression par rapport à l'existant, et puis voir si on a réussi à améliorer les points sur lesquels on a voulu entraîner plus spécifiquement. Pour cela, on a deux mesures. D'une part, sur la gestion des cadres, on a ce qu'on appelle l'IOU, donc l'intersection sur l'union. Donc c'est une mesure assez classique. Et puis sur le texte, on utilise le Levenstein, qui est en gros le nombre de fautes de lecture par l'IA. Maintenant, dans l'outil, à quoi ça ressemble concrètement ? Donc là, en fait, on vous présente aujourd'hui vraiment l'outil. Encore une fois, je vous disais, c'est un portail web dans lequel on a vraiment tout automatisé, labellisation, on a parlé éducation, maintenant on parle évaluation. Dans la slide, là, ce que vous voyez, c'est le paramétrage d'une évaluation. Donc on va tout simplement définir quel est le modèle en entrée. Là, on est vraiment sur la partie IA métier, donc en fait la chaîne des différents modèles. D'ailleurs, vous pouvez le voir en bas du screenshot, dans l'encadré blanc. On a la configuration des deux IA techniques, en fait les deux modèles techniques qui vont être appelés sur la partie localisation du bloc adresse, toujours en computer vision, et après derrière la partie extraction de la chaîne de caractères OCR. Et là, ce que vous voyez, c'est bien le paramétrage des inférences qu'on a généré juste avant avec la brique éducation. C'est-à-dire qu'on a deux inférences, une sur un type de batch bien précis et un autre sur un autre type de batch bien précis. Et ça, grâce à ça, avec du coup l'envoi des images sur un dataset de référence, bien sûr, on n'est pas sur des datasets qu'on a utilisés pour l'entraînement, on va pouvoir avoir ce style de graphe. Donc tout à l'heure, Sébastien nous disait, effectivement, on a deux méthodes de comparaison, une sur l'IOU et l'autre sur la partie distance de Levenstein. Donc là, on est plutôt sur la distance de Levenstein. On a deux barres, vous voyez qu'on a un regroupement de deux barres à chaque fois qui correspondent tout simplement à des datasets. À gauche, on a le dataset LR pour lettres commandées, et puis tout à droite, on a le dataset concernant les plis noirs. Les plis noirs, c'est entre guillemets du courrier qui est noir avec une écriture blanche. Historiquement, sur ce type de pli, les machines de tri étaient quand même peu performantes. Et donc, on a réentraîné le modèle sur ce type de dataset avec bien sûr les anciens datasets plus ou moins spécifiques. Et donc, grâce à ça, on peut voir très rapidement que sur chaque regroupement de barres, la barre de gauche correspond à ce qui est en production et la barre de droite correspond à la nouvelle évaluation de cette IA métier qui est du coup l'IA PFGF que nous parlait aussi Sébastien. Et donc là, on peut très bien voir qu'on a une augmentation, une amélioration de l'IA métier en correspondant qui nous permet de la pousser en production. Parlons maintenant de notre schéma global de déploiement. Donc encore une fois, c'est une vision très haut niveau. On n'a pas voulu rentrer dans la technique, donc il y a beaucoup de choses qui sont abstraites ici. Aujourd'hui, à gauche, on a toute cette Education Center qui est encore une fois un portail web exposé au sein du SI de la Poste. Et au travers de ce portail web, on va tout simplement pouvoir déployer sur différents royaumes, soit des royaumes dits d'évaluation, donc hors prod, et des royaumes en production. Ainsi, en fait, au travers d'un repository, donc là on a un repository de différents modèles, on retrouve en fonction, parce que ça fait 4 ans, on est passé d'un TensorFlow à du PyTorch, donc on est passé des points plans à du Frozen Graph, voilà, on a aussi du vécu, hein. Donc on a quelque chose, on a un repository qui est complètement hétérogène avec différentes technos, qui est vraiment la source de l'ensemble de nos déploiements, de l'ensemble des déploiements, que ce soit sur la partie production ou que ce soit sur la partie évaluation. Donc nous avons labellisé, nous avons éduqué et nous avons évalué. Maintenant, nous avons une IA qui est performante. Il faut la déployer. Pour ça, on s'appuie donc sur l'équipe et sur différentes compétences. La clé, c'est vraiment la pluridisciplinarité. Donc dans cet environnement particulièrement complexe, on retrouve en fait différents écosystèmes.
Donc oui, effectivement, en fait, là-dessus, on voulait juste vous montrer, enfin vous donner l'envergure du projet, parce que en 20 minutes, c'est compliqué, mais si on avait une big picture à vous présenter aujourd'hui, bah, c'est celle-ci. Aujourd'hui, en fait, on a à peu près une centaine de cartes en production. Donc, au niveau hardware, hein, on a une centaine de GPU en production. On a de l'IA directement data center, donc nous ce qu'on appelle le edge, donc derrière la machine de tri. Donc, on est plutôt en centre de tri partout sur le territoire français, mais on a aussi de l'IA en national. Donc là, c'est plutôt des IA qui vont être sollicités au travers d'API pour des services tiers de la Poste. Mais en termes de modèle, on est exactement sur le même modèle, d'accord ? Donc que ce soit sur la partie Edge ou que ce soit sur la partie Data Center. Et on retrouve bien sûr la brique orange, là, c'est notre Education Center qui est au centre de tout ça en Data Center pour pouvoir rééduquer, redéployer l'ensemble de nos intelligences artificielles. Vous voyez un gros carré blanc qui est notre puits de log. Alors bien sûr, on n'a rien inventé, c'est quelque chose complètement courant. Il nous faut beaucoup de traçabilité là-dessus. Et donc pour la traçabilité, on voulait vous présenter une petite vidéo qui est tout simplement l'ensemble de la chaîne qui a été complètement tracée et exploitée en termes de log. Donc là, vous pouvez voir aujourd'hui qu'on a la possibilité d'avoir l'ensemble des logs et l'ensemble des images et l'ensemble des prédictions qui est en production en temps réel, à peu près à 10 secondes de remontée. Là-dessus, ce qu'il faut voir, c'est que ça représente à peu près 30 terabytes de log continuellement, donc avec même pas 3 mois de rétention. Hein, et en plus, en fonction des différents use cases, on a moins de rétention. Donc sur cette vidéo, donc on est sur des technos classiques, hein, c'est de l'ELK classique, mais on peut voir directement la possibilité d'avoir des miniatures sur les photos prises en centre de tri. Encore une fois, on est vraiment en production. Reprendre une photo en question, la recharger dans l'IA, c'est ce qui est marqué, c'est ce qui est là actuellement. On voit la prédiction dans le cadre vert de l'IA. Donc en temps réel, on peut rejouer l'IA du coup là au national. Et on peut aussi tout simplement voir le dernier module qu'on vous a présenté au tout début, machine de S2S, qui est un module de machine learning, pour pouvoir avoir la sanction précise qui a été apportée sur ce pli-là, par exemple. Donc voilà, on a fait le tour du cycle, on a labellisé, éduqué, évalué et déployé. On va pouvoir être serein sur notre écosystème. Donc tout ça, ça ne s'est pas fait en un jour. Donc 2019, effectivement, première IA en production. On a mis en place donc, cet outil qu'on vient de présenter avec un MVP en 2020. Et puis, donc, ce MVP, il était basé uniquement sur un cas d'usage, donc le tri du courrier simple. Et très rapidement, en fait, on s'est retrouvé en 2021 avec 2 nouveaux cas d'usage. Puis 2022, on a encore déployé des nouvelles fonctionnalités sur cet outil pour arriver en 2023, aujourd'hui, où ça devient vraiment notre cœur d'outillage pour le quotidien. Maintenant, où est-ce que nous en sommes ? Eh bien, nous avons fait un peu plus de 2 millions de labellisations donc par du personnel de la Poste. Nous avons eu 75 personnes qui sont passées sur les modules de labellisation. Et puis, comme tu l'as dit, Nicolas, donc, nous avons fait 2 formations spécifiquement pour différents cas d'usage, puisque c'est relativement complexe dans certains cas de faire les labellisations. Après, derrière, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on vous a présenté que le use case concernant vraiment le pli du courrier. Hein, mais on a différents use cases. On a la partie colis, on a des formulaires douaniers. On pense aussi, par exemple, à CN22, qui est un use case où on a sur une même image une vingtaine de champs. Pour tout simplement avoir, vous avez tous dans votre boîte aux lettres à un moment donné un petit paquet qui vient de l'international où vous retrouvez la désignation, le poids, le nom, la quantité, etc. Et du coup là-dessus aussi, c'est des types d'IA aujourd'hui qu'on a pu entraîner et réentraîner au sein de la chaîne de l'Education Center.
On vous disait qu'on avait aujourd'hui une centaine de cartes GPU, chose qu'on n'a pas non plus évoquée, mais on pourrait évoquer après la conf. C'est qu'en 4 ans, on a vu le parc de GPU complètement évoluer. Il faut voir qu'aujourd'hui, on a pas mal de problématiques d'approvisionnement en cartes de GPU, surtout qu'on est full NVIDIA aujourd'hui. Et du coup, on est passé des architectures de type Ampère, Tesla, voire même plutôt Volta, Tesla et maintenant plutôt Ampère, parce qu'on est passé de V100 jusqu'à maintenant aujourd'hui des A10, voire même des A100 sur la partie infrastructure. Donc ça mène beaucoup de questionnements sur comment avoir un parc hétérogène le plus homogène possible et comment on gère l'hétérogénéité. Donc ça, c'est des problématiques aujourd'hui qu'on pourrait évoquer plus longuement. Et donc du coup, derrière tout ça, aujourd'hui en 2023... Donc voilà, 2023, on constate qu'on est parti quasiment au Moyen-Âge de l'IA sur les technos. Et donc on est en train de tout basculer. On était sur du TensorFlow, TensorGarden. On passe tout en PyTorch, donc YOLO-X. Et puis donc on a des expérimentations en cours. Oui, on a des expérimentations en cours qui sont même très bien avancées. On pourrait faire un talk complet sur comment on a géré l'appel de nos inférences. Aujourd'hui, en 2 mots, aujourd'hui, en 2019-2020, on gérait l'appel de nos inférences par des modules Java qui géraient le batching, la répartition entre différents GPU, qui gérait aussi toute la partie scaling, pas mal de choses en fait. Et puis en 2023, début 2023, on commence à tester Triton Inference Server, donc la partie Triton. Je ne sais pas si vous connaissez dans la salle, mais voilà, on se rend compte qu'avec Triton, il y a beaucoup de choses que nous avons fait auparavant qui maintenant sont complètement automatisées, complètement gérées par le framework d'NVIDIA, qui est open source. Et donc du coup, voilà, on l'expérimente aujourd'hui, on le bench, on essaye de voir ce que ça pourrait donner en termes de scalabilité. On a quand même pas mal de bons retours aujourd'hui, et voilà, c'est encore dans les tuyaux au sein de la Poste actuellement. Voilà. Donc c'est nos travaux pour 2023. Ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble. Merci à tous pour votre attention. Je crois qu'il nous reste 5 minutes de questions. Donc voilà, merci à vous. Merci. Je ne sais pas si on passe les micros ou... Bonjour, Sami Kilifi d'ISI BGPN La Poste. Moi j'ai 3 questions. La première pour le réentraînement en fait, du modèle, ça prend combien de temps en fait, aujourd'hui? Si c'est fait sur un serveur dédié avec des GPU, et quitte en fait, de faire un réentraînement dans le data lake directement pour exploiter la performance, notamment du cluster. Et est-ce que le modèle qui est mis en place est commercialisable ou il est appliqué uniquement dans le cadre de la Poste? Ça veut dire c'est applicable dans d'autres entités et des grands groupes. Alors sur la dernière question, c'est uniquement la Poste pour une question RGPD. Sur le temps de réentraînement, alors ça dépend des modèles actuellement. Si c'est juste un entraînement, c'est quelques heures, voire un peu plus pour les gros modèles. Mais dans les faits, en fait, c'est plutôt 1 mois, puisqu'il y a de la préparation des données aux différents paramétrages qu'on va pouvoir essayer. Donc voilà, on compte 1 mois à 1 mois et demi juste pour un fine-tuning d'une nouvelle inférence. Oui, parce qu'en fait, en termes vraiment de temps d'entraînement, on est à quelques heures. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que l'entraînement dépend énormément de la data qu'on lui donne en entrée. Et aujourd'hui, en termes de labellisation, de vérification de la qualité de la data, c'est quelque chose qui prend énormément de temps à vérifier que la data soit vraiment bien. Parce que si votre data elle est mal labellisée, votre entraînement sera forcément pas bon. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a encore des axes d'amélioration. Mais vraiment, si on est sur du temps machine de traitement GPU, on n'est qu'à quelques heures. Merci. Je voulais savoir quels a été les besoins de compréhension de vos équipes en fait, sur les IA, par exemple pour la labellisation, ou, parce que vous avez parlé d'un education center. Comment vous êtes pris pour aussi expliquer en fait, ce développement technologique qui est particulier? Je dirais la première qualité qui a été retenue, c'était la motivation et la curiosité. À partir de là, je dirais ça a tout découlé. On a beaucoup découvert sur le tas. Et voilà. Alors effectivement, en fait, on est fin 2019. Il n'y a pas ce type de produit sur le marché, d'Education Center.
C'est vraiment une demande du groupe La Poste. Nous, on est groupe Thales, on est venu vraiment en collaboration. On a co-construit cette solution. Il y a eu pas mal d'embûches. On pourra en faire un talk pendant 2 heures facile parce qu'il y a eu des choses où ça a fonctionné, il y en a d'autres que ça n'a pas fonctionné. Donc on a essayé pas mal par tâtonnement. Après, par contre, pour l'ancrer sur des personnes qui vont faire par exemple la labellisation, aujourd'hui on est sur des postiers qui ont complètement une autre activité. Et c'est vrai que dans la formation, il y a toute cette part de à quoi va servir mon métier sur la labellisation. Et c'est des choses qui sont d'un point de vue pour des personnes qui ne sont pas dans l'IT, effectivement, c'est des choses qui sont assez abstraites et il y a eu beaucoup de formations dans cet axe-là. Merci. En fait, j'avais juste une petite question justement sur la labellisation. En fait, en quoi ça consiste finalement le travail de labellisation pour les 75 personnes en fait, que vous avez citées au quotidien, qu'est-ce que ça signifie finalement pour eux? Alors au quotidien, donc ils ont un cahier des charges en fonction de l'IA qu'on va traiter, mais dans le cas de l'adresse du destinataire, ils vont faire une première passe sur toutes les images et ils vont encadrer l'image. Alors ça paraît simple, sauf qu'au premier passage, on s'est rendu compte que les tailles de cadre n'étaient pas forcément homogènes et donc l'IA ne convergeait pas. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, après, ça va être rédiger le texte qui est à côté. Sur la droite, et avec toute la difficulté qu'on peut avoir. Donc là, c'est relativement simple, et encore, il ne faut écrire que ce qu'on voit et ne pas deviner. Donc des fois, on a des demi-textes, ou alors on a des interprétations entre les chiffres et les textes. Et puis après, on va avoir des choses beaucoup plus complexes. Quand on va travailler sur l'affranchissement, on a des dizaines de types d'affranchissement sur le courrier, et ça devient beaucoup plus complexe à trouver l'information. Et ces personnes, justement, il y a un turnover justement par rapport à ces personnes, parce que ça peut être vraiment très laborieux en fait. Alors on a 2 équipes. On a une équipe qui a travaillé plus sur la douane et qui elle était plutôt très stable. Alors turnover oui, au sens où elles avaient une activité au quotidien qui pouvait être de l'ouverture de sacs, qui pouvait être plein de choses sur l'entrepôt et qui plusieurs heures par semaine venaient faire de la labellisation sur ordinateur. Donc ça a été sur la base du volontariat dans tous les cas. Et alors ce qu'on a trouvé effectivement très laborieux, quand on a rencontré les gens, eux, ils ont trouvé ça très intéressant parce que ça les changeait de manipuler des sacs et des charges lourdes. Ils trouvaient que c'était une activité plutôt reposante. Certains trop reposants, donc ils n'ont pas aimé, mais voilà, on était vraiment sur ce type d'activité. Et puis on a eu d'autres personnes qui, elles, faisaient du vidéocodage. Ça veut dire qu'avant, elles voyaient des plis, donc elles avaient à peu près 3 secondes pour déterminer le point de distribution. Et donc cette activité ayant disparu, on n'en a pas parlé, mais effectivement on est passé de 88% à 96% de tri automatisé sur le courrier avec l'IA. Il y a tout un tas de postes qui du coup n'avaient plus d'intérêt, donc ils sont basculés sur cette activité de labellisation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ne sont pas 8 heures par jour en train de labelliser de la donnée. C'est vraiment des petites phases dans leur métier, dans leur second métier en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.